serait bon les carnets, ça, des trucs tout simples. Aujourd'hui, c'était avant-hier, en discutant par Messenger. Ça nous arrive de temps en temps, là, une fois de parole, tous les mois, tous les 2 mois. Qu'est-ce que c'est important pour nous de pouvoir parler la cuisine sur ces vidéos, tiens, et même là, il y a un diffuseur pour la lumière là, qui est arrivé. Je suis en train d'essayer de le régler, mais c'est bizarre. Le fait de changer la lumière et qu'elle soit diffusée comme ça, de rajouter celui-ci qui était devant avant, mais qui faisait des ondes bizarres, des contrastes, ben je le mets derrière et ça redonne un petit peu de volume. Ben, j'ai l'impression que c'est le micro qui a changé et que je parle dans plus. Tu cherches toujours, ce que tu cherches, c'est une intimité qui te soit favorable pour laisser venir. Donc c'est juste sur cette question, je cherchais ça dans tes vidéos et c'est de plus en plus dur de trouver. Évidemment, parce qu'il y a la chaîne 1 où je mets les ateliers d'écriture, où je mets plein mais qui est la chaîne créée en 2009. Alors elle a 2200 vidéos et je voulais, donc il y a 2 ans maintenant, faire un espace. C'est venu parce que je faisais des vidéos verticales très courtes, et puis c'est venu justement parce que YouTube ne savait pas comment traiter ça. Aujourd'hui, je laisserai tout dans la chaîne principale, mais donc lancer cette chaîne qui s'appelle Carnet maintenant, mais qui soit un espace plus à distance des ateliers, des séries sur Rabelais, des séries sur Lovecraft. C'est comme si d'un côté il y avait ça que tu pensais faire de façon pas structurée, mais où tu joues un autre pacte, un pacte plus public, je sais pas, mais en tout cas, peut-être c'est par la négative qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que là, quand tu es dans les carnets, tu ouvres quelque chose qui ne te concerne que toi. Ça s'appelle carnet parce que c'est en osmose là, avec le carnet. Alors cette question là, de comment tu retrouves les choses dans la vidéo, et là sur Messenger, je vois s'afficher le petit message, et c'est encore plus dur depuis que tu as 2 chaînes. Alors moi aussi c'est compliqué, c'est-à-dire que YouTube c'est une ambivalence, c'est-à-dire YouTube analyse, et maintenant en plus avec ces outils là d'intelligence artificielle, de quoi il est question, et même souvent il te propose des titres qui lui semblent convenir mieux qu'à toi, mais non, ça moi je le laisse pas faire, hein. Même si tu sais que le titre par exemple, eh bien, ça sert beaucoup plus qu'à rajouter des mots-clés. Là, ça c'est vraiment la cuisine de la cuisine. Et donc YouTube qui est à la fois un outil réseau, il y a les commentaires, il y a les discussions, tu le fais au jour le jour, là, ce qui te préoccupe, comme là, moi tout de suite, et de l'autre côté, c'est ça dépend de Google, donc Google l'intègre dans ses moteurs de recherche, et même souvent dans les requêtes Google, les YouTube s'affichent avant les adresses qui ne concerne que du texte. Donc YouTube est aussi un outil d'archivage, et Google est un moteur qui cherche bien au-delà des titres, il cherche par les réactions des commentaires. Ça c'est la double nature de YouTube. Et maintenant il y a des outils supplémentaires. C'est-à-dire la question c'est le speech to text, comme ils disent, ça, parce que c'est tellement mieux quand on le dit en anglais. Alors YouTube le propose directement, c'est-à-dire en particulier, je sais pas, moi j'ai YouTube Premium qui me permet d'enlever toutes les publicités, puis d'avoir accès à des analyses plus complètes, puis ça m'a permis d'économiser aussi. Avant j'avais un truc Spotify sur les musiques, là maintenant quand tu fais YouTube Premium tu as droit à YouTube Music, et je m'en sers là sur le téléphone, dans la voiture et tout ça. Donc finalement ce que je paye à YouTube Premium, comme j'ai enlevé Spotify, ça revient un peu au même. Enfin bon, là encore, on est dans la cuisine de la cuisine. Alors on a des nouveaux outils, et ces outils, on affiche le sous-titrage. Quand j'écoute des vidéos US, par exemple, de gars qui parlent très vite et puis dont les analyses m'intéressent, eh bien, je vais laisser s'afficher le sous-titrage en anglais. Mais ce sous-titrage, on peut aussi l'utiliser comme traducteur automatique. Alors ça, moi, je ne l'utilise pas souvent, mais j'ai bien vu que depuis que ces fonctions existent, la proportion des consultations depuis l'étranger de mes vidéos a augmenté. C'est-à-dire que des gens écoutent ces vidéos en utilisant les fonctions de traduction automatique, alors qu'ils sont loin d'être parfaites. On peut toujours rigoler, se moquer
des erreurs, mais c'est une espèce d'image textuelle approximative, mais que vous pouvez utiliser en une trentaine de langues. Ça peut servir, mais sans doute beaucoup moins que, par exemple, je pense que ces consultations venues depuis l'étranger, disons la couronne européenne et le monde anglophone, canadien, US, si ça a augmenté sur ma chaîne, c'est que ces gens utilisent la fonction de sous-titrage en français pour repérer les paroles en même temps qu'elles s'affichent et pas la fonction de traduction automatique. Mais avec ces outils-là, donc, on peut télécharger une transcription textuelle. Si je le faisais, mais je le fais pas. Alors c'est un texte qui ressemble à rien, mais c'est un texte qui devient indexable. C'est-à-dire, on peut le stocker et faire des recherches texte. Et si la recherche texte indique que là, ça parle de tel mot repère, eh bien, ça peut renvoyer là au titre de la vidéo. Alors, est-ce qu'il faudrait le faire manuellement ? Sur 900 vidéos sur cette chaîne carnet et 2300 sur l'autre, j'ai passé les 3000 vidéos en ligne. Non, c'est pas manuellement qu'il faut le faire. Mais tu as des outils d'intelligence artificielle et puis des boîtes, même en France, qui se sont déjà spécialisées là. C'est-à-dire que tu rentres l'URL de ta chaîne YouTube et en process de masse, non pas en visionnant, analysant, transférant, mais à mesure que ça charge, tu repères par les signaux sonores qu'est-ce qui coïncide avec un dictionnaire que tu as déjà rentré ou un dictionnaire que tu prends tout simplement là dans les fonctions linguistiques élémentaires, et tu peux indexer et se dire tu cherches ce mot, voilà, il y a telle et telle et telle et telle vidéo, et tu peux renvoyer non seulement à la vidéo en question, mais au moment précis de la vidéo où ce mot est utilisé. Alors ça, évidemment, ce serait des choses qui, peut-être dans 5 ou 10 ans, seront des fonctionnalités presse-bouton. Aujourd'hui, quand tu imagines même l'énergie électrique qu'il faudrait utiliser pour ce genre de calcul, c'est pas avec des moyens individuels qu'on y parvient, mais les startups qui le proposent, elles, dans le monde qui a de l'argent et qui sait pourquoi ça doit être fait, ou dans le monde scientifique tout simplement, elles y parviennent. Alors qu'est-ce que ça change pour nous, justement sur cette question éventuellement de l'archive? Alors, au départ, c'est vrai que on se posait ces questions il y a 15 ans. Comment tu archives un site? Le site, comment il dispose là de son propre ISBN, enfin non, ISSN, attribué par la Bibliothèque nationale de France, où un site finalement est archivé comme un livre dans les bibliographies, et avec leurs techniques qui sont formidables, c'est-à-dire développer le fait que tout le web francophone, français ou francophone, ça c'est leur problème, j'ai cessé un peu de m'y intéresser, mais soit archivé globalement une fois par an, et que par contre les sites repérés manuellement par des spécialistes, bonjour celle qui s'occupe de littérature, mais je crois que c'est 1600 ou 2000 sites comme ça qui sont là bénéficiant d'un repérage manuel, qui eux sont archivés tous les 2 mois. Mais est-ce que dans mon cas par exemple c'est cohérent, dans la mesure où à un moment donné tu élabores des ressources, ces ressources tu les hiérarchises, c'est-à-dire que par exemple les ressources qui sont réservées à abonnés pour le Patreon, celles-là, par définition, elles ne sont pas accessibles aux robots de la BNF. Idem, quand tu introduis un livre en print on demand, lequel traîne ici mon fameux 40 exercices pour le carnet d'écrivain, est-ce qu'il faudrait que je fasse un dépôt légal? Pourquoi pas, puisque maintenant il y a un dépôt légal numérique avec les PDF. C'est tellement lourd, puis moi le livre il se modifie sans cesse, et puis ensuite je les retire, je les remets. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a déjà une telle masse, quand vous pensez que maintenant ce qui se dépose, le dépôt légal une fois par an, c'est l'équivalent de
la totalité des titres et livres, disons de 1535 à l'époque du Gargantua jusqu'à 1947. Tous les ans, c'est ce même truc. Je rentre pas là-dedans, mais à un moment donné, je me suis senti beaucoup plus à l'aise à me dire, peu importe que le site soit de l'archive, le site se rejoue. C'est-à-dire, tu as envie de reprendre une telle question, tu vas chercher dans ton site l'article en question et tu le republies à date du jour avec des corrections, des ajustements. Et je crois que j'ai glissé petit à petit sur ce truc-là, cette idée d'une publication permanente, mais une publication permanente qui finalement te débarrasse du souci d'archives. On pourrait imaginer même, par exemple, là, vous voulez télécharger ces fichiers numériques, ça passe directement par la boutique en ligne du site, et les serveurs OVH là, qui hébergent mon site, eux, prélèvent aussi tous les ans le loyer, donc finalement l'équilibre pourrait intervenir sans moi, tant qu'il y aurait quelques achats de livres ou de ressources numériques pour que le serveur, même loin après moi, continue de proposer cette ressource. Mais est-ce que même ça a de l'importance? Et finalement, je vois ça plutôt comme du théâtre ou de la danse. Tu le fais, c'est dans l'instant que ça marche. Et puis, sinon toi, tu t'en vas, c'est fini. Après, il y a des questions techniques, c'est-à-dire ça évolue, les PHP qui changent. Il y a le PHP 4 et le PHP 6. Là, je crois que moi, je suis en PHP 8. Donc, bien évidemment, un site que tu n'entretiens pas finit par être obsolète et disparaître de lui-même. Et évidemment, on a ces ressources comme le Web Archive. Et de temps en temps, ça peut être aller retrouver dans Web Archive un site perdu ou ce que tu as perdu toi-même de ton propre site ou des sites que tu as tenus pendant un petit moment et puis mais Web Archive, on voit bien comment c'est pauvre et puis finalement ça n'a pas d'intérêt. Alors les archives YouTube, alors ça aussi, où est-ce qu'ils stockent ça? Et ça fait un peu peur, ça fait un peu frémir. Ils ont maintenant eux-mêmes un processus d'effacement, c'est-à-dire une chaîne qui n'a pas bougé depuis tant d'années et qui n'a plus aucune consultation depuis tant d'années se donne le droit de l'effacer. Mais c'est probablement une espèce d'effacement de zones limites et de zones frontières, une masse morte de données qui est ridicule par rapport à les chaînes qui fonctionnent encore et les apports au quotidien. Moi-même, l'autre jour, je posais cette question à des gars qui sont dans le business YouTube, dire mais moi mes chaînes sont démonétisées, c'est-à-dire je ne cherche pas à percevoir de la publicité, mais je rentre dans le programme partenaire YouTube, ce qu'on peut obtenir à partir de 1000 abonnés je crois, et puis de 5000 heures de visionnement ou quelque chose comme ça. Donc mes deux chaînes sont en partenariat YouTube parce que si je suis partenaire, c'est moi qui choisis, et si je dis je ne veux pas les monétiser, eh bien YouTube ne rajoute pas de publicité de son propre fait. C'est-à-dire, c'est moi qui volontairement ai souscrit le partenariat YouTube qui me permettrait de rémunérer, ça me ferait 70 balles par mois, c'est ridicule, les vidéos, mais exprès, je le démonétise. C'est pour ça que je dis, mais si vous voulez faire un petit geste via Patreon ou en achetant un bouquin, eh ben, ça me paraît un deal bien supérieur. Mais vous savez, il y a ces anciennes plateformes pétrolières qui sont obsolètes, mais qui sont rachetées par Google simplement pour stocker des serveurs, je dirais, de données immobiles ou de données miroirs, et simplement parce que l'eau de mer les refroidit. Ce qui veut dire que si l'eau de mer refroidit tes serveurs, eh ben, les serveurs réchauffent l'eau de mer. Il n'y a rien de neutre. Et donc on a des silos d'entrepôts de mémoire, et par contre,
ces mémoires vives parce que c'est une requête de consultation. Tout à l'heure, je parlais OVH serveur. Donc, OVH identifie le point de provenance des requêtes, les heures de provenance des requêtes, et en fonction de ces points mouvants, déploie des miroirs, là, des miroirs de données, là où sont les requêtes. C'est-à-dire qu'il y a certainement un serveur où l'archive de ton site est fixe, plus les services d'archives qu'il te propose. Le site tel qu'il était la veille, le site tel qu'il était l'avant-veille, le site tel qu'il était un mois avant, le site tel qu'il était un an avant, je crois même que c'est ça. Et quelquefois, j'ai eu à m'en servir quand tu as des attaques de hacking ou de machin comme ça, ben ça arrive et puis il faut bien s'en débrouiller. Et donc cet espace de données qu'est ton site, c'est quelque chose, c'est comme si tu tenais du sable, tu sais pas où est l'endroit précis et où est la matérialité précise, et puis finalement, est-ce que là encore, moi-même autrefois, c'est-à-dire une fois par an, tu faisais une archive de ton site, un export, des bases de données, et puis des images, mais à quoi ça sert? Donc il y a très très longtemps que je le fais plus, et ça aussi, à un moment donné, tu te dis que la liberté et le plaisir d'entretenir un site, c'est précisément de n'en pas faire archive. Et pour les vidéos, là, par exemple, je ne pense pas que la BNF puisse archiver quoi que ce soit. Mais comment elle analyserait des vidéos qui sont mises en ligne et stockées par un groupe américain, Google, qui, là encore, il n'y a pas d'ancrage territorial. Et à quoi servirait de démultiplier ces silos et ces silos de données mortes simplement pour le fait de les sauvegarder. Donc cette idée, par exemple, de transcription globale, là, de faire une moulinette qui extrairait les textes de chaque vidéo et qui en ferait une espèce de gros fichier qui parlerait boudou avec des mots bouffés ou des erreurs de transcription ou des répétitions et des approximations. Peut-être que ça aurait un sens, comme quand nous, on se penche sur les archives du XVIe siècle, les brochures, les trucs difficilement déchiffrables, les abréviations. Peut-être ça, mon point d'arrivée dans cette conversation. Ah, c'est de plus en plus difficile de retrouver quelque chose dans tes vidéos. Ma seule réponse, c'était, ouais, bah, pour moi aussi. Très souvent, on me dit, ah, mais par exemple, là, il y a juste quelques jours, quelqu'un comme ça qui demandait, mais ça serait bien que vous parliez des apprentissages de lecture rapide. Ben moi je veux bien parce que je l'ai pratiqué en école d'ingénieur, c'était dans le début des années 70 et je crois que c'est des choses qui interviennent là, même quand je prends un livre aujourd'hui et que j'essaye de parcourir, de mémoriser, donc ça m'intéresse en tant que tel. Et oui, une fois j'en ai parlé, c'était... Et puis je me suis mis à chercher dans mes vidéos à quel moment j'avais pu parler là de lecture rapide, puis j'ai pas dû indexer le bon titre, etc. Puis finalement j'ai jamais retrouvé. Donc c'est se dire, d'accord, quand je fais une vidéo sur mon site Tiers Livre, maintenant est-ce qu'il progresse beaucoup? Bah, il y a les consignes des ateliers d'écriture, mais il y a le journal image, ça certainement je continue, même si c'est plus sporadique. Mais est-ce que j'écris des billets de blog? Non, parce que il me semble que là, ce rapport-là, c'est mieux parce que c'est toi qui parles, ou non, c'est simplement que tu te mets en condition de recherche, et cette condition d'avancer en cherchant est pour moi plus riche que la question d'élaborer un texte et le garder dans l'archive blog. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant. Ça n'empêche pas que je me régale à lire ceux qui publient un journal une fois par mois, ou les carnets, ça s'appelle pareil, d'Arnaud Maizetti, ou de Jérémy Liron, ou de Christine Janet. Et ça, on en a toute une théorie, au vieux sens du terme. Chacun dans nos flux RSS, c'est des outils qui me semblent tellement ingrats, moches, et tout ça, que finalement je ne m'en sers pas. Et ce que ça changeait dans mon approche, c'était ça. C'est-à-dire, un musicien, il va jouer Bach toute sa vie. Toi, il y a des questions ou des choses biographiques. Par exemple, en ce moment, là, je fais une série qui s'appelle Décompte. Je reviens sur des moments d'intensité autobiographique
qui soit ont été déjà évoqués dans un de mes livres dans les temps d'avant-web ou les temps là, de chevauchement, comme un livre comme Autobiographie des objets a été écrit d'abord sur blog, mais vous voyez, ça encore, c'est une démarche dont je me suis éloigné. Et donc, est-ce que tu rabâches ou est-ce que tu radotes ou est-ce que tu peux te dire cette question, je la réinterprète parce qu'elle est dans l'air ou qu'elle est venue là dans une discussion privée et finalement que si tu quittes l'univers de dire « Ah, j'ai fait une vidéo sur ceci ou ça », c'est-à-dire là, en ce moment, on vient de faire toute une série d'exercices d'ateliers d'écriture sur Georges Perec, W, lieu, la vie, mode d'emploi. Je sais que ça, il n'y a pas de problème, parce que sur le site, mot-clé Perec, mot-clé atelier d'écriture, jonction des deux, et les consignes peuvent être facilement trouvées. En plus, Google propose des moteurs de recherche interne du site. Bon, il n'a jamais bougé depuis plus de 20 ans, mais c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire quand sur chaque page du site, il y a une petite case moteur de recherche, et elle est aussi sur la page d'accueil du site, et donc ça te retrouve non seulement les titres et les mots-clés, mais la présence de tels mots dans les contenus textuels du site. Voilà en gros et donc d'en arriver juste à ce point que peu importe ces questions de moteur de recherche des vidéos, c'est-à-dire tant que c'est vivant, c'est quelque chose qui parle et qui recommence à parler, et finalement si tu retraverses même un point autobiographique déjà évoqué, soit sur le blog, soit dans un livre, soit dans une autre vidéo, tu le reparcours dans un contexte qui a changé. Et cette réinterprétation permanente, dans l'instant présent, pourrait éventuellement remplacer l'archive. Je sais pas, ça n'a pas d'importance. Mais dans ta tête, qu'est-ce que tu as changé à l'idée même du faire trace? C'est-à-dire que tu peux parler et te risquer simplement parce que tu t'es dispensé dans ta tête de cette ombre ou de cette fixité qui serait idée de faire trace. Non, voilà. Tu reparcours. Et si une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, ou une fois tous les 4 mois, revient l'idée, là, comme ça, de la trace et de l'archive, bon, simplement après, tu pourrais faire une playlist où tu cocherais trace et archive, comme j'ai déjà une série de playlists là sur mon site. Voilà, tout un tas de choses brassées pour pas grand chose. Ouais, pas grand chose. C'est difficile de retrouver dans tes vidéos quelque chose dont on sait que pourtant t'en as parlé. Ben, à la limite, tu vois, dans ce cas-là, c'est le mieux. On en parle et puis je la refais la vidéo. C'est quand même des curiosités. On est quand même les premiers à être dans les avancées à tâtons de cette façon-là, avec ces outils-là.